Pères et mères, fièrement, nous répondons à l'appel de devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Modernisation de l'administration judiciaire. Chaque citoyen malien pourra désormais en un clic recevoir son casier judiciaire ou son certificat de nationalité. Le ministre Kassouri, dans la mouvance des activités de la Semaine nationale de la justice 4e édition, a procédé au lancement de cette avancée digitale. Nous aurons le compte-rendu de Youssouf Diakité. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales, offre 800 kits alimentaires aux veuves, orphelins ainsi qu'aux paramilitaires. Un geste de grande solidarité et de reconnaissance pour accompagner le mois sacré du Ramadan. Le Mali est à l'honneur à Cap Town, en Afrique du Sud, à travers une journée totalement dédiée à notre pays. Un nouveau partenariat pour un secteur minier performant, c'est le thème choisi pour cette journée qui marque un tournant décisif dans la dynamique de transformation du secteur. On retrouvera nos envoyés spéciaux Garibou Pérou et Djeli Maradjabati dans cette édition. Ici, à Bamako, on parle de littérature avec la tenue de la 18e édition de la rentrée littéraire. L'événement qui s'étend sur 5 jours met en relief l'Afrique dans le monde de demain. La rentrée littéraire du Mali regroupe cette année des participants venus de 23 pays à travers le monde. Bonsoir. Cérémonie de remise de décoration aux agents du CNT. Une cérémonie présidée par le général de corps d'armée Malik Diao, président du CNT. Nous allons avoir au cours de ce journal probablement le reportage de Youssouf Diakité et de Haruna Diara. L'homme de la semaine, c'est déjà lui, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Les activités de la Semaine nationale de la justice 4e édition vont bon train. Mamoudou Kassouri et son collègue en charge de l'économie numérique, Al-Hamdou Ag Ilien, ont procédé ce mercredi au lancement de e-casier judiciaire et e-nationalité, des plateformes pour faciliter les démarches administratives pour rapprocher davantage les justiciables de la justice. Youssouf Diakité, Alobekoni. Casier judiciaire que vous avez demandé d'obtenir dans cette salle. Vous avez tout fait à partir du bureau ici. La digitalisation de l'administration publique malienne prend corps. Ceci se concrétise ici par cette cérémonie de délivrance digitale inaugurale du casier judiciaire et du certificat de nationalité. Il s'agit là de matérialiser les instructions données par les autorités de la transition. Tout cela a commencé par une volonté politique, d'abord aux plus hautes autorités. Et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui a pris la décision de mettre en place une commission dédiée vraiment à l'informatisation du système judiciaire dans son ensemble. Donc, à l'issue de cette mise en place, le président de la commission et nous-mêmes qui sommes ses collaborateurs, nous avons tout de suite réfléchi pour voir tous les acteurs qui doivent intervenir dans le développement, dans la réflexion, pour concevoir ce système informatisé, pour faciliter l'accès aux citoyens. Deux applications distinctes, e-certificat de nationalité et e-casier judiciaire ont été développées à part. Il faut le rappeler, l'accompagnement du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a été de taille dans la matérialisation de ces projets. C'est dans cette dynamique que mon département, à travers l'AGETIC, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme,
a mis en œuvre les 3 plateformes numériques de gestion des casiers judiciaires, du certificat de nationalité et des dossiers judiciaires. Le but de cette plateforme est de doter la justice malienne d'un véritable outil d'aide à la décision capable d'améliorer durablement la gestion des dossiers au niveau de l'ensemble des juridictions, avec comme avantage pour le secteur judiciaire la constitution des bases de données interconnectées, fiables, sécurisées et centralisées, réduction des délais de traitement et des procédures. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a saisi l'opportunité pour saluer toutes les implications pour la matérialisation et le succès de la délivrance digitale du casier judiciaire et du certificat de nationalité. La plateforme e-justice n'aurait pu voir le jour sans la grande disponibilité et l'engagement constant de votre département, à travers vous-même, ainsi que d'autres intervenants relevant de votre autorité. Par la réalisation de cette plateforme informatique, qui constitue une prouesse technique et technologique incontestable de l'AGETIC, notre pays démontre qu'il regorge d'expertise, de compétences techniques capables de réfléchir à nos propres problèmes, à l'aune de nos propres réalités, pour nous proposer des solutions qui nous sont propres. E-justice est également un bel exemple de coordination, de synergie d'action et d'engagement commun, soutenu par une vision commune pour agir à l'unisson et relever un défi technique et technologique dans le seul but d'offrir aux citoyens des services publics modernes et efficaces. Faut-il le préciser, cette cérémonie de délivrance digitale des documents juridiques se situe dans la mouvance de la matérialisation des activités de la 4e édition de la Semaine nationale de la justice. Et voyons ensemble cette première audience collégiale du tribunal de commerce de Bamako, une nouvelle disposition qui offre l'occasion aux juges d'intervenir seuls dans la procédure sans le concours des juges consulaires conformément à la nouvelle loi portant organisation judiciaire. A précisé que cette première audience en formation collégiale se veut symbolique. En matière de droit commercial, on fait le point de l'audience avec Ali Djoumatina et Abdoulaye Diarra. La justice malienne, en pleine évolution, conformément à la nouvelle loi portant organisation judiciaire, vient de franchir une nouvelle étape en matière du droit commercial avec la toute première audience collégiale du tribunal de commerce de Bamako, cela sans l'apport cette fois-ci des juges consulaires. Désormais, en matière des litiges commerciaux comme la présente activité, le dossier est géré par 3 juges qui décident ensemble et qui rendent ensemble la décision la plus appropriée, c'est-à-dire ce que le droit dit. Ce sont les juges qui jugent ensemble, qui décident ensemble, et nous sommes là pour dire le droit. Et lorsqu'il y a la discussion, la lumière jaillit et ça facilite beaucoup les choses. Et ça renforce la justice, ça renforce les décisions, ça renforce la lumière autour des décisions. En la matière, il y a toute une démarche à suivre avant que les 3 juges n'interviennent pour la procédure finale. Les dossiers font l'objet de mise en état pour venir au fond. Les dossiers qui sont passés aujourd'hui en jugement, ce sont des dossiers qui sont passés à la procédure de la mise en état. Donc après cette procédure, le dossier vient en jugement. Et c'est lors de ce processus qu'à la fin, les juges se mettent à 3. Et cette formation est appelée la formation collégiale. C'est cette formation qui juge les affaires qui sont déjà en état. Je suis vraiment comblé de la situation pour la simple raison que c'est un ensemble de magistrats professionnels qui désormais se mettent ensemble pour rendre la justice. La décision a été prise d'un point de vue légal il y a déjà un moment et c'est une excellente chose que cela soit mis en application et que cela démarre aujourd'hui. C'est un sentiment de satisfaction. Dans notre pays et dans beaucoup d'autres avant nous, le tribunal de commerce a toujours fonctionné avec des juges consulaires qui étaient là pour rappeler les pratiques et les usages qui réglementaient les différentes branches du commerce. La collégialité offre aussi l'avantage du débat. Donc au lieu que ce soit une seule personne qui décide, nous aurons 3 juges qui interviennent dans la procédure, qui ont l'occasion de débattre, de discuter. Donc on finit par trouver les bonnes solutions. Donc c'est vraiment une audience historique à laquelle nous venons d'assister. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter Madame le Président, l'ensemble de la composition et tous les personnels du tribunal de commerce pour vraiment cet exercice dont nous sommes vraiment fiers.
Juridiction spécialisée chargée de trancher les différends entre les commerçants, de gérer les procédures de difficultés des entreprises et de surveiller la vie juridique des sociétés, le tribunal de commerce, avec désormais le passage vers la formation collégiale, est persuadé de pouvoir disposer de décisions beaucoup plus pertinentes. À la rencontre à présent de Maître Souleymane Soumontera, c'est le tout nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. À la tête d'un bureau de 15 membres, il aura la tâche de conduire la destinée de l'organisation pour un mandat de 3 ans non renouvelable. Maître Soumontera entend poursuivre les œuvres de son prédécesseur, Maître Traoré, en mettant l'accent sur la digitalisation, la formation, la cohésion, la promotion du métier d'avocat, entre autres. Boubacar Bablé-Touré nous le présente. C'est dans une ambiance empreinte de fraternité et de cohésion que s'est tenue la passation de charges de l'Ordre des avocats du Mali. Des charges désormais confiées à Maître Souleymane Soumontera à la tête d'un nouveau bureau de 15 membres pour un mandat de 3 ans non renouvelable. Il devient ainsi le 14e bâtonnier de l'organisation depuis sa création en 1971. Il succède ainsi à Maître Ousmane Bouba Traoré, qui a présidé aux destinées de l'Ordre des avocats pendant 3 ans. Un mandat certes parsemé d'embûches, mais riche en résultats. Les prises de position contradictoires, faites de bonne foi et dans la modération, sont la preuve vivante du dynamisme de notre barreau. Le mandat a aussi enregistré de belles réussites, se traduisant par la tenue des premiers états généraux du barreau du Mali, dont la recommandation phare sera bientôt la mise sur pied d'un observatoire au sein de la justice contre les pratiques anormales. L'opérationnalisation et l'effectivité de la caisse autonome pour le règlement pécuniaire des avocats, nous interdisant désormais tout maniement de fonds pour le compte de nos clients. La création d'une revue scientifique trimestrielle, nous plaçant aux normes des barreaux où la production intellectuelle est à saluer. L'achèvement des travaux de construction de la maison de l'avocat et son équipement complet, dotant notre institution, sans flagornerie, de la meilleure maison de l'avocat dans la sous-région. Le bâtonnier entend à d'abord saluer le bilan remarquable du bureau sortant avant de décliner les défis du tout nouveau bureau pour les 3 prochaines années. En premier lieu, la transformation numérique que nous vivons, nous ne pouvons pas nous en passer, sauf à rester à la traîne des autres. Un autre axe majeur de mon mandat sera celui de la solidarité. Le 3e axe, la déontologie. Aucun avocat ne doit se sentir seul face à son serment et aux règles déontologiques qui sont notre armure. La formation professionnelle, initiale et continue. La présente passation en elle-même est la manifestation de la preuve de la vitalité et du dynamisme du barreau du Mali, à l'instar de tous les barreaux frères d'Afrique en général et ceux de l'espace UEMOA en particulier, dont le Mali est l'un des membres fondateurs. Cette cérémonie n'est pas un rituel de parade. Elle incarne l'essence même de notre profession. Veiller à la continuité par la rotation des compétences à la tête des ordres, assurer la transmission du flambeau par l'implication active des plus jeunes et garantir l'engagement inébranlable au service du justiciable. La remise officielle du bâton symbolisant la passation de témoins, celle des attestations de reconnaissance à 7 anciens bâtonniers et la présentation des membres du nouveau bureau sont autant d'actes qui ont marqué la présente cérémonie. Bon vent à Maître Souleymane Soumontera. À suivre dans nos programmes ce soir, l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique au président de la transition. Retrouvez également un magazine sur les temps forts de la Semaine nationale de la justice en cours depuis lundi ici à Bamako. Direction le CICB. Cérémonie de remise de décoration aux agents du CNT. Ils sont une quarantaine à bénéficier de la médaille de chevalier de l'ordre national et
celle du mérite national avec effigie Lion Debout. Le président du Conseil national de transition a présidé la dite cérémonie couplée à celle remerciant les partants à la retraite des contingents 2023, 2024, 2025 et 2026 du CNT. Le général de corps d'armée Malik Diao a félicité les bénéficiaires pour leur engagement au service de la nation. Youssouf Diakité, Aruna Diara. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Ceci est la matérialisation de la reconnaissance de la nation aux soldats du développement. Ils sont 15 à recevoir la médaille du chevalier de l'ordre national du Mali, un moment empreint de grandes émotions. Le deuxième contingent est bénéficiaire de ce qui suit. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille du mérite national avec effigie Lion Debout. Il s'agit de célébrer le parcours professionnel et l'engagement patriotique des concernés. Cette distinction est pour chacun de nous un réel motif de fierté. Une fierté somme toute légitime. Elle symbolise la reconnaissance par l'État du mérite de ces femmes, de ces hommes qui ont servi avec loyauté, abnégation et dévouement leur cher pays sans vanité. Honorable Président, soyez sûr que nous recevons cette distinction avec humilité, conscient qu'elle consacre un parcours marqué par l'engagement, le sacrifice et un attachement profond à la transition à laquelle nous croyons fermement. Célébrer le mérite d'éminentes personnes qui, pour leur engagement patriotique, leur abnégation et leur amour du travail bien fait, viennent de recevoir les insignes de la reconnaissance de la nation malienne. À cet égard, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, je suis très ravi de vous avoir accueillis au Conseil national de transition pour partager avec vous, vos familles et collègues, ces moments historiques qui marquent à l'encre indélébile le parcours professionnel, voire la vie des serviteurs dévoués de l'État que vous êtes. Au président de poursuivre en invitant les uns et les autres à continuer à œuvrer pour un Mali stable, prospère, qui réponde véritablement aux aspirations du peuple malien, un Mali de paix. La deuxième cérémonie a concerné la célébration des partants à la retraite des contingents 2023, 24, 25 et 26, un moment de reconnaissance pour le travail abattu. Rendre hommage à des hommes et à des femmes de mérite qui, pendant toute leur carrière, ont servi notre pays, le Mali, notre Maliba, avec patriotisme, abnégation, don de soi et amour du travail bien fait. Immense est mon plaisir, grande est mon émotion en ces jours qui ferment un chapitre et ouvrent avec assurance une nouvelle période encore plus lumineuse pour nos collègues qui font valoir leur droit à la retraite après de longues années de service rendus à la nation. Le président du CNT a saisi ce moment solennel pour féliciter l'ensemble des récipiendaires et partants à la retraite pour leur engagement patriotique au service de la nation. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales, offre 800 kits alimentaires aux veuves, orphelins ainsi qu'aux paramilitaires. Un geste de grande solidarité et de reconnaissance pour accompagner le mois sacré de Ramadan. La cérémonie de remise était au 34e régiment du génie militaire et à la région de défense numéro 3 de Kati. Moussa Kamara, Aboubakar Traoré pour le reportage. À l'approche du mois béni de Ramadan, la solidarité s'invite à nouveau dans les casernes de Bamako et à Kati. Ce mercredi 11 février, 800 kits alimentaires ont été distribués aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires. Offerts par le président de la transition, ces kits sont composés de riz, de sucre, d'huile et d'autres denrées essentielles. Le génie militaire bénéficie de 500 kits et 300 pour la région de défense numéro 3 de Kati.
Une initiative qui vise à soulager les foyers militaires en cette période de partage et de recueillement. Dans les rangs des bénéficiaires, l'émotion et la reconnaissance témoignent de l'impact de ces gestes de solidarité. Je remercie Assimi Goïta, le président de la transition. Que Dieu lui donne longue vie à côté de nous et bonne continuation. Moi ainsi que toutes les veuves remercions vraiment les 5 généraux. Merci pour cette donation, vraiment ça va nous permettre d'économiser pour le mois de carême qui est en train de venir. Et vraiment merci à tous. Les autorités militaires ont salué un geste à forte portée sociale, rappelant l'engagement constant des forces armées pour l'intégrité du territoire et la stabilité nationale. Au-delà de l'appui matériel, ont-elles souligné, il s'agit d'un message de reconnaissance adressé aux soldats, à leurs familles et aux veuves des militaires tombés pour la patrie. Ces kits de première nécessité sont le témoignage vivant que la nation est reconnaissante. Votre douleur est la nôtre. Le service social des armées, sous la haute directive des autorités, s'engage à être à vos côtés, surtout dans ces moments de piété et de partage. Le président de la transition, chaque fois qu'il y a une opportunité, il fait agir son cœur en faveur des veuves militaires et paramilitaires. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Les œuvres sociales vont continuer sur toute l'étendue du territoire afin d'apporter la solidarité et le patriotisme du président de la transition aux Maliens. À Bamako, tout comme à Kati, ce mercredi, au-delà de la distribution des denrées, un message fort a été adressé, celui d'une nation reconnaissante et solidaire envers ses défenseurs. À l'aube du mois béni, une minute de silence a également été observée en hommage à nos héros. Notre pays reste attractif même hors de nos frontières. Oui, le Mali est à l'honneur à Cap Town, en Afrique du Sud, à travers une journée totalement dédiée à notre pays donc. Un nouveau partenariat pour un secteur minier performant, c'est le thème choisi pour cette journée qui marque un tournant décisif dans la dynamique de transformation du secteur. Rappelez-vous que le Mali ambitionne de devenir un acteur incontournable de l'industrie minière mondiale, ceci grâce à des réformes ambitieuses, une diversification des ressources naturelles et un renforcement des partenariats entre l'État, les investisseurs étrangers et les acteurs locaux. Nos envoyés spéciaux sont Garibou Pérou et Djelimara Djabati. Dans l'immense salle de conférence retentit l'hymne national du Mali. Il est porté par une délégation debout et fière. Le ton est donné, le Mali est venu affirmer sa vision. Depuis Bamako, le ministre de tutelle lance la journée. Sur place, son représentant prend la parole devant un parterre d'investisseurs, d'experts et de décideurs venus des 4 coins du monde. Le Mali, pays minier par excellence, fort de sa production d'or de plus de 60 tonnes chaque année, se devait d'intégrer les récentes évolutions du secteur extractif et de hisser son architecture institutionnelle, législative et réglementaire au niveau des grands défis du secteur qui sont, entre autres, la transparence, l'équité, la redevabilité, la sécurité des investissements, la préservation de l'environnement, la responsabilité sociétale, le contenu local. Toutes ces préoccupations et bien d'autres ont reçu des réponses adéquates dans la réforme avec l'adoption du Code minier de 2023. Avec l'adoption du Code minier de 2023, le Mali promet aux investisseurs plus de transparence dans l'octroi des titres miniers qui font désormais l'objet d'un examen du Conseil des ministres avant une attribution par décret. Le Mali promet également plus d'équité dans le partage des revenus du secteur pour un développement à la base. En plus de la participation de l'État qui connaît une réévaluation, la réforme a mis en place 5 fonds miniers qui permettront au Mali d'accélérer le développement local par la construction d'infrastructures sociales de base, d'améliorer la recherche minière et de préserver l'environnement par la réhabilitation et la sécurisation des sites miniers. Au cœur des échanges, un thème fédérateur, un nouveau partenariat pour un secteur minier performant, un sujet largement débattu par les panélistes. Gouvernance, sécurité juridique, retombées économiques, les préoccupations des investisseurs sont mises sur la table. Ce thème est à la fois un témoignage de la vision malienne pour le secteur
mais aussi un message à la communauté des investisseurs et des opérateurs miniers. Le Mali est résolument tourné vers des partenariats gagnant-gagnant, respectueux des règles en vigueur et au bénéfice du peuple malien. Le Mali est résolument tourné vers un développement de son industrie minière et des secteurs connexes pour être en phase avec les réalités mondiales de cette industrie. Face à des milliers d'investisseurs présents à cette journée, le message du chef de la délégation est sans équivoque. Le Mali demeure une destination sûre pour les investissements miniers. Quand un accord est consensuel et qu'il répond aux soucis de toutes les parties prenantes, c'est une garantie de sécurité, c'est une garantie de meilleure exploitation dans le pays. C'est mise en œuvre aujourd'hui au Mali pour attirer les investisseurs et compte tenu des ressources, de la potentialité du Mali en termes de ressources minérales, nous invitons les uns et les autres à venir investir au Mali dans toute sécurité et les autorités sont disponibles à protéger les uns et les autres. La porte ouverte aux investisseurs, le Mali affirme sa présence, marque son territoire et trace sa propre voie. Une voie tournée vers la coopération internationale. Ici, en Afrique du Sud, le Mali n'a pas seulement présenté ses atouts, il a raconté une vision, celle d'un pays qui transforme ses richesses en moteur de progrès et de souveraineté. Célébration de la Journée nationale de la diplomatie, une fête professionnelle des diplomates russes à travers le monde, est célébrée chaque 10 février, une occasion pour l'ambassadeur Igor Gromyko de rappeler les principaux axes de la politique étrangère de son pays, mais aussi la coopération entre Bamako et Moscou. Mariam Koni. Le 10 février marque la journée du diplomate en Russie, une fête professionnelle instituée en 2002 par le président Vladimir Poutine pour rendre hommage aux diplomates russes à travers le monde. Президент России Владимир Владимирович Путин учредил этот праздник в 2002 году. Cette date n'a pas été choisie au hasard. C'est à ce jour-là, en 1549, que les documents officiels mentionnaient pour la première fois le Bureau des ambassadeurs, la première institution gouvernementale chargée des relations extérieures de l'État russe. Le président de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vladimir Poutine, a instauré cette fête en 2002. Elle rêve une signification profonde pour les diplomates russes, incarnant la continuité du service de politique étrangère, notre cohésion professionnelle et les grands idéaux de l'école diplomatique russe. Évoquant les évolutions de l'ordre mondial, le chef de la mission diplomatique a souligné la volonté de la Russie de renforcer ses partenariats avec les pays africains, dont le Mali. Notre politique étrangère, déterminée par le président, est fondée sur les normes universelles du droit international. En premier lieu, sur la Charte des Nations Unies, qui comprend les principes fondamentaux, l'égalité souveraine des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et des autres. Sur toutes les plateformes mondiales, nous prenons la considération des fondements démocratiques des relations internationales, une chose qui est en fait en demande dans le monde entier. Selon l'ambassadeur, les relations entre Moscou et Bamako sont chaleureuses et véritablement amicales. Les deux pays entendent poursuivre le renforcement de leur coopération dans les domaines politiques, militaires, économiques, éducatifs et culturels. Le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo réfute les propos qui lui ont été attribués dans une certaine publication. Oumar Zombré et Bernard Kombelem nous expliquent. Courant la semaine dernière, des propos discourtois à l'encontre du corps enseignant ont été fallacieusement attribués au Premier ministre sur les réseaux sociaux. Interrogé à ce sujet, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo dément avoir tenu de tels propos. Ce sont les manœuvres d'un ennemi aujourd'hui qui ne sait plus donc à quoi recourir. Donc il faut multiplier l'intoxication, les montages grotesques, les mensonges. Mais ça ne prospère pas, malheureusement, parce que le peuple burkinabé a compris. Pour le Premier ministre, ces manœuvres sont à mettre à l'actif d'officines qui veulent saboter la marche du pays. Il ne faut pas être étonné qu'après cette cérémonie,
des officines obscures, les mêmes présentent cette cérémonie sous le couvert donc, de l'intelligence artificielle. Parce qu'à l'évidence actuellement, vous le constatez, hein, il y a une vaste campagne donc, de manipulation de l'information qui est en cours, et certainement donc orchestrée par ces officines, mais aussi par leurs parrains et leurs soutiens. L'ambition étant de mettre en doute la dynamique actuelle de la révolution progressiste populaire sous le leadership du camarade président du Faso. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo appelle au bon sens des Burkinabés et les invite à se départir des fake news et autres manœuvres visant à tromper les Burkinabés. Suivant les nouvelles des théâtres des opérations menées dans les différentes zones de défense et de sécurité des 8 régions du Niger à la date du 2 au 8 février 2026. C'est un commentaire de Rachida Seini Diori et Moussa Mahaman Makadji. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, le mercredi 4 février 2026, aux environs de 16 heures, des mercenaires armés ont attaqué la position mixte des forces de défense et de sécurité de Makalondi. Le rapide déploiement en renfort des unités terrestres FDS dans la région, appuyé par les vecteurs aériens de l'AES, a permis de circonscrire la menace. Les frappes aériennes décisives opérées par nos moyens aériens ont contribué de manière déterminante à la mise en déroute de l'ennemi lors de sa tentative de repli. Ces interventions terrestres et aériennes ont permis la neutralisation d'une vingtaine de mercenaires ainsi que la destruction d'une douzaine de motos et de divers matériels de guerre. Malheureusement, 3 personnels des forces de défense et de sécurité ont consenti le sacrifice suprême pour la nation. 7 autres ont été blessés, mais aucun pronostic vital n'est engagé. En début de soirée du lundi 2 février 2026, dans le secteur est de Boulou-Jonga, une unité des forces de défense et de sécurité engagée en patrouille pédestre a neutralisé 3 terroristes guetteurs aux abords du village de Gorutaya. Dans le cadre de l'opération Damissa, dans la journée du samedi 17 février 2026 sur l'axe Salkam-Gumboro, identifié comme couloir de transit logistique utilisé par des ravitailleurs en carburant au profit des groupes terroristes, un dispositif opérationnel mis en place par les forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser 4 individus ravitailleurs de groupes terroristes. L'action a également conduit à la récupération de 4 motocyclettes ainsi qu'à la saisie de 44 bidons de 25 litres de carburant, soit un volume total estimé à 1100 litres d'essence. Sur un autre registre, dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire et de la consolidation de la cohésion interarmée entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, la première promotion du cours d'état-major de l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro du Burkina Faso a effectué un voyage d'études à Niamey du 2 au 8 février 2026. Cette mission académique, conduite en étroite collaboration avec leurs homologues de l'école militaire supérieure de Niamey, s'inscrit dans une dynamique de partage d'expériences, d'harmonisation doctrinale et de renforcement des capacités opérationnelles des futurs cadres supérieurs des forces armées de l'espace AES. Quatrième session du comité de pilotage du projet d'aménagement routier de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zientebougou au Mali et Boundiali-San Pedro. Compte rendu Djemba Moussa Konati. Le budget 2026 du programme routier numéro 8 de l'UEMOA est estimé à plus de 9 milliards de francs CFA, soit un taux de 14,44% du coût total du projet. Les travaux du projet d'aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zientebougou au Mali et Boundiali-San Pedro en Côte d'Ivoire concerneront 3 lots au titre de 2026. Ce 4e comité de pilotage devra donner des orientations nécessaires
pour une clôture réussie du PR8. Les travaux 2026 seront en 3 étapes. Parce qu'il y a des projets qui ont commencé, qui ont atteint un certain niveau appréciable d'exécution, qui sont jusqu'à peu près 80%. Ça, c'est le premier lot. Il y a des projets qui n'ont pas atteint les 50%. Mais ceux qui n'ont pas du tout les moyens, qui n'ont pas atteint les 20%, on sera obligé de résilier. Je n'en doute pas que les travaux prévus lors de cette session permettront d'analyser les différentes difficultés rencontrées et de booster le projet et en vue de favoriser son achèvement dans les meilleures conditions, afin de parvenir à des résultats profitables conformément aux objectifs du projet pour le pays au bénéfice de nos populations. Long de 140 km, le programme routier numéro 8 de l'UEMOA est financé par la Banque africaine de développement à environ 70 milliards de francs CFA. Démarré en 2016, la réalisation de la route est terminée en 2020. Les travaux connexes ont démarré en 2021, mais ne sont pas encore terminés. Ce comité de pilotage se tient à une étape déterminante de la mise en œuvre du projet. Il était important de noter que d'autres activités entamées sont en cours de finalisation telles que la construction de 100 km de pistes rurales dans les cercles de Bougouni et de Kolondiaba, l'aménagement de 2 gares routières avec aires de stationnement et dans les localités de Zantebougou et de Kolondiaba, l'aménagement de 2 marchés locaux avec garderies d'enfants dans les localités de Zantebougou et de Kolondiaba, la construction d'un poste de contrôle juxtaposé à la frontière à Ningouni, ainsi que l'aménagement d'un marché à bétail transfrontalier à Tengrela. La dernière prolongation du PR8 prend fin le 31 décembre 2026. Le PR8 devra contribuer à la sécurisation des échanges et à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. 37e session du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine. Le projet de budget connaît une augmentation, nous dit Mohamed Namakeita. Les dossiers d'examen et d'adoption du rapport d'activité 2025, le budget 2025, le plan opérationnel 2026 et le projet de budget 2026 constituent l'ordre du jour. Le Centre national de transfusion sanguine a enregistré 58 700 dons de sang en 2025 contre 69 503 en 2024. Cela montre une régression qui s'explique par des difficultés d'approvisionnement régulier en intrants de transfusion sanguine. La proportion de dons bénévoles et volontaires est de 28%. Malgré une légère augmentation, ce chiffre reste en deçà de l'objectif assigné par l'Organisation mondiale de la santé qui recommande à nos pays d'atteindre 80 à 100% de dons bénévoles et volontaires pour assurer l'autosuffisance en matière de transfusion sanguine. Le directeur, professeur Alassane Ba, salue les efforts de soutien du gouvernement. Le CNTS a besoin d'intensifier les activités de promotion du don de sang, de fidélisation des donneurs et de collecte mobile. Madame la ministre de la Santé et du Développement social, président du conseil d'administration, le CNTS voudrait compter encore sur plus en 2025-26, notamment la mise à disposition de ressources financières afin d'assurer un approvisionnement continu en intrants de transfusion sanguine. La présidente des séances, colonel Dr Assa Badialou Touré, bien imprégnée de la situation du CNTS, rassure. Le département de la santé n'a ménagé aucun effort pour renforcer le CNTS par la fourniture des intrants de transfusion sanguine pour assurer la disponibilité des produits sanguins et la tenue des ateliers d'élaboration et validation du plan stratégique 2026-2030 de la transfusion sanguine qui constitue un document normatif indispensable pour améliorer la sécurité transfusionnelle au Mali. Le CNTS a bénéficié de l'installation d'un système solaire à travers les œuvres sociales du président de la transition, ce qui a permis la production continue des PSL et leur conservation, ainsi que la sécurité des automates utilisés. Le projet du budget de CNTS en 2026 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 863 362 347 francs CFA contre 1 626 511 325 francs CFA
de prévision en 2025, soit une augmentation de 12,71%. Les administrateurs fondent beaucoup d'espoir sur les conclusions des travaux de cette session. Celles-ci permettront de renforcer les ressources de la structure, d'intensifier la promotion du don bénévole, volontaire, le recrutement, la fidélisation des donneurs et les collectes mobiles, entre autres. 10e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national de l'insémination artificielle animale. Au cœur des échanges, entre autres, le bilan des activités menées, l'examen des résultats techniques et financiers. Moussa Kamara, Makanjakiti. Rendez-vous clé pour l'élevage national. Cette rencontre tenue au Sénia a permis aux administrateurs d'évaluer les performances de la structure et définir les orientations stratégiques pour les années à venir. La 10e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national d'insémination artificielle animale s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis et d'anticipation des défis futurs. Le Sénia a fait preuve d'une résilience remarquable. Les prévisions annuelles ont été atteintes à 52,86% avec 9 516 vaches inséminées sur 18 000 prévues au bénéfice de 1098 éleveurs dans 13 régions du pays, soit une moyenne de 732 inséminations par région. Les résultats en termes de naissance sont tout aussi significatifs. Les inséminations réalisées entre mai 2024 et avril 2025 ont permis d'enregistrer 7 419 veaux métis, dont 3 857 mâles et 3 562 femelles. Créé en 2015, le Sénia a pour mission de renforcer les productions animales à travers l'insémination artificielle. Le centre a enregistré des progrès significatifs dans l'amélioration de la productivité des élevages bovins, laitiers et la boucherie. Toutefois, l'année 2025 s'est révélée particulièrement difficile, à l'image de l'ensemble du secteur de l'élevage. L'insécurité, les ruptures d'intrants et les contraintes financières ont fortement freiné les activités du centre. Les prévisions prévues ont été atteintes à hauteur de 57,41%, ce qui veut dire que le Sénia a pu inséminer 10 334 vaches à la date donc du 31 décembre 2025. À cela s'ajoutent d'autres activités comme l'enregistrement des naissances. En 2026, le Sénia mise sur l'achèvement de ses projets structurants et l'extension nationale de l'insémination artificielle, conformément aux orientations du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Et si nous parlons de littérature avec la tenue de la 18e édition de la rentrée littéraire, l'événement qui s'étend sur 5 jours met en relief l'Afrique dans le monde de demain. La rentrée littéraire du Mali regroupe cette année des participants venus de 23 pays à travers le monde. Au programme, des expositions, des panels sur différentes thématiques et des rencontres pour nouer de nouveaux partenariats. Retour sur la cérémonie de lancement avec Tchemoro Konati. Ne crois pas à celui qui te vend la haine comme un bateau. Pour voguer dans la tempête, le temps est la boussole. Marche, trépigne quand il faut, mais ne désespère point. Une déclamation de poèmes par Djené Ibrahim, écrivaine malienne, pour émerveiller l'assistance. Ainsi, c'est parti pour la rentrée littéraire 18e édition. Ce rendez-vous annuel à dimension internationale qui s'étend sur 5 jours regroupe cette année des participants venus de 23 pays à travers le monde. Elle se tient d'abord dans un contexte pas simple, mais c'est aussi ça l'avantage, c'est de faire face à ce contexte, puisque c'est aussi un contexte qui favorise quelque part aussi l'imaginaire et la création littéraire. Écrivains, éditeurs, promoteurs de librairies, lecteurs, chacun y trouve de quoi renforcer le contenu de sa besace. C'est le cas de l'artiste Roukia Traoré qui se berce dans la littérature avec une première parution de 211 pages. Intitulé « Je suis né libre », l'ouvrage fait un décryptage de l'aventure cauchemardesque vécue par la nouvelle écrivaine hors du pays. Une publication qu'elle présente à l'assistance lors de cette cérémonie de lancement. On n'a pas envie de penser à la prison, comme on n'a pas envie de penser à l'hôpital, on n'a pas envie de penser au cimetière. Mais ça peut nous arriver. Cimetière, c'est certain, hôpital, ça nous arrive souvent. Prison, on croit que en faisant tout ce qu'il faut pour ne pas arriver là, on n'arrivera pas là. Eh bien, moi j'ai appris que si, on peut arriver là sans avoir rien fait. J'ai à mon actif 2 livres
Femmes sans avenir, je parle de la polygamie. Et si on relisait le Coran, je parle de comment on est passé carrément à côté du message de Dieu en mettant les hadiths au-dessus du Coran. Cette édition 2026 de la rentrée littéraire du Mali a pour thème l'Afrique dans le monde de demain, un thème qui s'inspire des événements marquant l'actualité à travers le monde. Notre continent est quand même dans une situation pas simple. Il y a énormément de guerres, énormément de conflits, énormément d'instabilité. Et la rentrée littéraire, c'est un espace de débat et d'échange sur les enjeux de société. La littérature malienne, elle est très florissante en ce moment. Je salue les jeunes écrivains qui publient, et j'allais dire tous les jours, sans exagération. Mais il faut s'ouvrir au monde. Les lettres sont donc à l'honneur à Bamako et c'est pendant 5 jours aux acteurs d'en tirer le maximum des profits. Et comme on parle de littérature, cherchez ce livre axé sur le parcours de Sékou Bassari Touré, cheminot, tirailleur et enseignant. Le récit est une œuvre de mémoire, de témoignage et d'analyse historique consacrée à l'itinéraire singulier d'un homme dont le parcours épouse à bien des égards les soubresauts politiques, sociaux et culturels de l'Afrique de l'Ouest contemporaine. Écrit par Seydina Oumar Diko, journaliste, historien et écrivain, l'ouvrage propose une plongée approfondie dans la vie de Sékou Bassari Touré à travers un récit structuré, documenté et accessible. L'auteur met en lumière les étapes marquantes d'un parcours façonné par l'engagement, l'exil, la transmission et la fidélité aux valeurs humaines et africaines. Publié par Edicial à Dakar en janvier 2026, l'ouvrage est désormais disponible à Bamako. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement de capacité des membres du syndicat national de l'éducation et de la culture. Durant 2 jours, les leaders syndicaux de 4 départements renforceront leurs capacités afin d'apporter leur soutien à la stabilisation socio-économique du pays. Dosé Babadiara, Abdoulaye Diara. Les syndicalistes des départements de la jeunesse et des sports, de l'artisanat et de la culture, des affaires religieuses, du culte et des coutumes, ainsi que ceux des archives nationales, sont à l'école de l'Air Unis. Au total, ils sont 70 syndicalistes à prendre part à cette séance de formation. Elle est initiée pour la première fois par le syndicat national de l'éducation et de la culture. Le Mali vit les conséquences d'une crise multidimensionnelle, accompagnée d'une détérioration du climat. Ces faits ont impacté la stabilité nationale, la croissance économique et le bien-être des citoyens. Pour apporter notre soutien à la stabilité socio-économique, les leaders syndicaux doivent s'inscrire leurs actions dans le syndicalisme de proposition. Le syndicat national de l'éducation et de la culture est affilié à l'Union nationale des travailleurs du Mali, dont le secrétaire général a placé sa 3e mandature sous le signe de la formation. Un appui de taille pour les leaders syndicaux du SNEC. Organiser cet atelier national de renforcement des capacités autour du thème central, négociation collective et dialogue social, quel outil à la disposition des leaders syndicaux de la culture pour contribuer à l'apaisement du climat social. Ces outils ne sont pas des signes de faiblesse. Au contraire, ils sont des armes les plus puissantes dont disposent les travailleurs organisés pour défendre leurs droits, préserver leurs acquis et contribuer au progrès social sans briser la cohésion nationale. Former quelqu'un, c'est lui donner évidemment des outils, mais je vous souhaiterais que ces outils soient les plus endogènes possibles. C'est-à-dire que nous appartenons à une culture, nous appartenons à des cultures, puiser le maximum possible dans ces cultures pour trouver les outils endogènes de négociation de notre vivre ensemble. À la fin de la formation, les participants à cette première édition seront outillés en acquérant des expériences syndicales pour devenir des négociateurs aguerris afin d'être des promoteurs du dialogue social et des artisans des solutions durables. Remise de kits d'insertion et de fonds de roulement à 53 jeunes aspirants entrepreneurs de la région de Ségou. Amidou Diallo, Bassi Traoré pour plus de détails.
Dans le cadre du projet SCLEAP de l'ONG WHH, 53 jeunes aspirants entrepreneurs issus des 3e et 4e cohortes des centres de formation professionnelle reçoivent des kits d'insertion et des fonds de roulement. Ce coup de pouce intervient après plus d'une année de formation dans divers secteurs, dont la transformation agroalimentaire, l'élevage et l'énergie solaire. Au-delà des kits et des fonds de roulement remis, ces appuis traduisent une confiance placée dans le potentiel des jeunes, mais aussi une responsabilité en promouvant les emplois verts dans le secteur porteur d'avenir. Je remercie le projet SCLEAP et tous les autres partenaires qui ont conjugué leurs efforts pour qu'on puisse arriver à ces jours-ci. Pour ces appuis d'autonomisation, Boer Charty a injecté environ 25 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir tous ces équipements pour aider les jeunes à avoir de l'emploi au niveau de la région de Ségou. Nous les remercions et sollicitons leur concours toujours pour qu'ils fassent davantage d'efforts pour que les jeunes de la région puissent vraiment sortir de cette pauvreté et avoir de l'emploi. La remise des kits au bénéfice des jeunes formés comporte le gouvernement dans sa lutte sans répit pour l'insertion professionnelle des jeunes, leur employabilité et leur accès à un travail décent. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise d'attestation de fin de formation à 70 jeunes de la 4e cohorte. Ces formations sont assurées par les EFTP, Donilab et Viamo. Fin à Koutiala d'une formation de recyclage de 3 mois de certains militaires pour les brevets d'armes BA1 et BA2 en infanterie. On retrouve Brahima Kone et Amadou Dolo. Plusieurs militaires bouclant 3 mois de recyclage sortent requinqués du centre de formation d'infanterie de Koutiala. Ils détiennent les brevets d'armes numéro 1 et 2 en infanterie et peuvent désormais mieux guider leurs subalternes sur le terrain. Vous avez en face de vous des chefs de section, des sous-officiers adjoints, aptes et formés, donc opérationnels. Le programme édicté par la hiérarchie militaire a été exécuté à 100%. Ce programme contenait, entre autres, l'entraînement physique militaire, la formation militaire générale et la formation opérationnelle. Plusieurs disciplines devant contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité ont été enseignées. Ces stagiaires formés et informés sur les tenants et les aboutissants de la guerre asymétrique devront contribuer à rassurer davantage les Maliens épris de paix et de stabilité en matière de sécurité. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des désormais chefs de section, vraiment c'est encore une fois de plus l'engagement, la discipline et surtout avoir en l'idée l'intérêt général du Mali. L'un des temps forts de cette cérémonie, c'est la remise d'attestation aux 3 premiers de chaque catégorie. Visage emblématique de la musique ouest-africaine contemporaine, particulièrement du Mali, nos stars Amadou et Mariam sont mises en vedette dans un film documentaire musical réalisé par Ryan Marley, intitulé Amadou et Mariam sont du Malte. Le long métrage revient sur le parcours du duo mythique. Il a été projeté au siège Mediawan à Paris. Le commentaire de Djeneba Fifi-Chenta. Êtes-vous prêt? Oui, super. L'instant magique. Plus qu'un documentaire, le film se présente comme une véritable épopée musicale et humaine. Il retrace le parcours hors norme d'Amadou Bakayoko et de Mariam Doumbia. Ce couple né au Mali, uni par la musique, l'amour et une incroyable force de vie. C'est la paix, l'amour, l'entente. C'est ça notre secret. Tourné entre 2021 et 2023, au Mali, en France et en Espagne, le film est réalisé par le Canadien Ryan Marley, sélectionné au Festival international du film documentaire, le FIPADOC. Il raconte la vie sans phare de ce que l'on appelait autrefois le couple aveugle du Mali, devenu une référence mondiale, Amadou et Mariam. Mariam a dit d'ailleurs après le film
que c'est la paix, l'entente et l'amour. Et il y a quelque chose d'autre que je voulais ajouter, il y a la délicatesse du toucher d'un aveugle. À travers les sons du monde, le film célèbre l'espoir, la résilience, le partage et une histoire d'amour universelle, capable de transcender les frontières et les cultures. C'est vraiment en fait la puissance de l'amour. Parce que au-delà de la musique, c'est d'abord l'amour qui les a rassemblés. Et ça a duré tout au long de leur carrière et on le ressent encore même jusque la fin du film. À la fin de la projection, l'émotion était palpable dans la salle. Mariam, très émue, était la première à prendre la parole, accompagnée de son fils, Sam Bakayoko. Nous tenons qu'à vous remercier, on n'a pas d'autre mot qu'à vous remercier, à regarder ce documentaire, à en parler à vos amis, à vos proches. L'amour qu'on a, on partage avec tout le monde cet amour-là. Amadou Tarame, Aoubiano, Romo Baraka Sokasia, Baubela Jenifo. Ka Ortem Rofo, Yananga, c'est Francis. Dans le public, de nombreux Maliens, mais aussi des personnalités de la diaspora malienne, tous partageaient le même sentiment, la fierté. Une soirée intense chargée d'émotions et de mémoire à l'image d'un couple devenu éternel. Et bravo à nos stars. Je vous rappelle qu'à suivre dans nos programmes ce soir l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique au président de la transition. Retrouvez également un magazine sur les temps forts de la Semaine nationale de la justice en cours depuis lundi ici à Bamako. Merci à nos téléspectateurs de Kassaro, de Kita et de Kenyeba. Je vous dis à demain 20h, j'espère. Bonsoir à tous.